Et pour ce grand entretien, nous retrouvons donc Maxime Michelet, député UDR de la 3e circonscription de la Marne, donc dans le groupe d'Éric Ciotti. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de votre invitation. Alors vous invitez évidemment pour avoir votre avis, votre analyse sur cette crise politique que la Macronie offre aux Français. Évidemment, pour beaucoup désormais c'est une farce, mais une mauvaise farce puisqu'elle dure trop longtemps. Est-ce que vous pourriez commencer par nous donner votre avis et votre ressenti sur la façon dont se sont déroulées les choses ces derniers jours, cette dernière semaine, ces rebondissements, ces reconductions de Le Cornu, ces délais non respectés par Emmanuel Macron, ce gouvernement qui probablement sera lui aussi déjà revu et encore revu? Eh bien, écoutez, nous, ça fait longtemps que nous n'attendons plus rien du macronisme et pourtant on arrive quand même à encore être déçus et à encore être surpris de l'amateurisme et du désordre avec lequel le macronisme s'occupe de notre pays. Vous l'avez dit, cela ne date pas seulement de quelques jours, mais bien de plusieurs semaines. Euh, on rappellera, Sébastien Lecornu a été nommé le 9 septembre. Il a mis un mois tout entier à nommer un gouvernement, quasiment inchangé, qui est tombé en 14 heures. Ensuite, il a obtenu un délai de 48 heures. On nous a dramatisé, surdramatisé cette période-là. Tout ça pour une interview au journal télévisé de France 2 qui n'avait aucun intérêt, qui était le vide incarné. Un nouveau délai de 48 heures pour nommer un Premier ministre. Et puis à la fin de négociations sans fin, Sébastien Lecornu redevient Premier ministre. Puis ensuite encore un délai de 48 heures pour nommer un gouvernement hier soir. Un gouvernement avec encore une grande partie de macronistes, Mm. encore des LR qui décident de trahir la ligne du parti, encore du désordre, encore des ministres qui incarnent la continuité totale avec la politique macroniste, et nous y reviendrons, je pense, notamment en ce qui me concerne, puisque c'est le sujet auquel je me consacre principalement dans le domaine éducatif. Mm. Alors, on va y revenir et bien sûr, on va cibler cela, mais avant, restons encore dans cette analyse générale. On a énormément entendu cet argument de la stabilité institutionnelle. Il y a presque la volonté de faire peur aux Français. On leur dit, bah voilà, évidemment, on va vous resservir la même soupe, mais tout ce qui compte, c'est la stabilité institutionnelle, parce que si on perd ça, alors là, vraiment, on aura tout perdu. Évidemment, il y a la question du budget qui se profile. Il faut absolument l'avoir avant décembre. En réalité, je pense que les Français sont beaucoup à se demander ce que vaut cette stabilité institutionnelle dans un système institutionnel dont ils ne veulent de toute façon plus, puisqu'il ne fait que démontrer ses failles ces derniers mois. Alors je ne sais pas si les Français ne veulent plus de ce système institutionnel, parce que nous vivons sous les institutions de la Ve République et Emmanuel Macron les a totalement ruinés. Je pense que les Français aspireraient à ce que nous restaurions au contraire l'équilibre de nos institutions et de la Ve République qui sont totalement mises à mal aujourd'hui par Emmanuel Macron. Alors vous l'avez dit, le socle commun, puisque c'est l'expression Mm. consacrée, ne parle que de stabilité. Vous savez, comme le général de Gaulle parlait de ceux qui sautent sur leur chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 eux c'est la stabilité, la stabilité, la stabilité. Et j'y ajouterais aussi le dialogue, le sacro-saint dialogue. Il faut dialoguer avec tout le monde. Alors, ils disent qu'il faut dialoguer avec tout le monde, mais ils commencent toujours par insulter tout le monde déjà, premièrement, hein. Comme par exemple l'ancienne ministre déléguée à la mémoire, Patricia Miralles, qui nous compare avec les forces politiques qui ont pris le pouvoir en 1940. Bon, c'est une bonne base pour dialoguer, je pense, de se faire accuser d'être vichiste. Le dialogue, oui, mais dans l'hémicycle, moi, depuis un an, je l'ai vu très clairement, c'est le Bloc national qui vote les propositions d'en face, Mm. et eux ne votent aucune de nos propositions, même quand ils sont d'accord. Et puis quant à la stabilité, en effet, ils ne parlent que de ça, notamment aux Républicains. C'est au nom de la stabilité, supposée stabilité qu'ils ont vendu leur âme au macronisme. euh, cette stabilité, s'ils y accordaient tant d'importance, ils auraient pu éviter de faire le Front républicain en juillet 2024. Parce que le chaos que nous vivons aujourd'hui, il part toujours du chaos aussi, hein. Ouais. C'est soit nous continuons comme ça parce que c'est la stabilité, sinon ce sera le chaos. Mais le chaos, ils l'ont installé il y a un an en faisant le Front républicain, le front de Philippe Poutou et Édouard Philippe. Ils étaient d'accord sur rien, si ce n'est de garder leur poste, leur siège à l'Assemblée nationale. Et donc ils ont jeté le pays dans le chaos et dans l'instabilité. Et aujourd'hui, on voit très bien que ce Front républicain nous a privés de majorité, que ce Front républicain n'est pas fonctionnel pour gouverner. Donc il faut que cette Assemblée nationale soit dissoute pour donner à la France une majorité cohérente, courageuse. La stabilité, c'est bien, mais nous ne l'avons déjà plus. Et surtout, être stable dans le déclin, c'est grosso modo la phase avant la mort. Mm.
Donc, on va éviter de condamner la France à une stabilité qui l'amène à la disparition et plutôt retourner aux urnes pour construire une nouvelle majorité, une majorité du bloc national, qui donnera aussi un budget au pays et qui gouvernera le pays selon ses intérêts. Alors, on entend beaucoup ce mot aussi de logique des partis. Il y a beaucoup de Français qui dénoncent cela, qui expliquent que justement, par exemple, le positionnement sur la question de la dissolution dépend de si les élus en question peuvent espérer ou non gagner ou perdre des sièges ensuite. Et d'un autre côté, c'est une question que j'ai déjà posée à cette antenne, il apparaît assez normal que dans cette période assez trouble et instable, chaque parti mette en place une stratégie politique. C'est aussi ça, le jeu politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, que les partis aient une stratégie politique, c'est assez normal. Ils portent une stratégie politique qui est censée correspondre aux principes qu'ils veulent défendre. C'est ça le problème. Mm. C'est avoir une stratégie politique, bon, c'est normal, on ne va pas attendre des politiques qui n'aient pas de Ah, stratégie bien sûr. politique. Mais par contre, avoir une stratégie politique qui ne suit qu'un seul but, la conservation des postes, des places et des sièges, ça c'est une stratégie politique en effet qui correspond au régime des partis. C'est exactement ce qu'a fait LR ces dernières semaines, en étant dans le gouvernement quand il fallait sauver les places, en sortant quand on pensait qu'on n'avait plus assez de place au sein du gouvernement, en ressortant maintenant, mais il y en a certains qui y restent, bref. Le but, c'est bien de poursuivre le maintien en poste. Mais après, évidemment que les partis politiques doivent avoir une stratégie politique. On ne va pas attendre des partis politiques. Moi, je n'aime pas cet appel permanent qu'il y a, notamment depuis le socle commun, à une sorte de consensus permanent. On ne gouverne pas la France en période de crise par une sorte de consensus qui est en fait une compromission permanente. L'Assemblée nationale est divisée en trop de blocs, trop de partis. Ils disent il faut s'entendre, il faut discuter, il faut trouver des voies de compromis et de consensus. Oui, mais cela mène à des politiques molles, à des Mm. politiques faibles. Ce dont la France a besoin, c'est de politiques fortes, de politiques décidées, de politiques courageuses. On le voit très bien sur le budget notamment. Il y a un peu plus d'un mois, le socle commun nous disait, la main sur le cœur, qu'il fallait sauver François Bayrou simplement parce que la situation budgétaire était dramatique. Ça, tout le monde le sait, hein. J'ai l'impression qu'il nous apprenait quelque chose, mais tout le monde le sait. Et aujourd'hui, il nous propose de faire 2 fois moins d'efforts budgétaires que ce que François Bayrou proposait. Vous voyez, le fonctionnement par consensus en période de crise, ça ne fonctionne pas. Si on regarde un peu l'histoire de France, lors des périodes de crise, on a certes réuni des gens, réunis et rassemblés le plus largement possible, mais autour de principes forts et pas autour de petites mesurettes, autour de consensus mous. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est ce que propose le Bloc national, avec 35% des voix dans les intentions de vote. Et si on ajoute tous les partis de la droite nationale, 40, voire des fois 42% des intentions de vote, on peut bien comprendre que nous rassemblons beaucoup, beaucoup de Français qui viennent d'horizons très différents. Et c'est ça qui est important. On parle beaucoup de rassemblement des appareils politiques, souvent dans les médias. Ce qui importe, c'est de rassembler les Français, surtout. De rassembler les Français de droite et les Français patriotes. Voilà, et vous considérez que ça peut se faire même derrière certains partis? On écoutait ce matin pendant le bulletin d'actualité une intervention de Marion Maréchal qui expliquait qu'effectivement, rassembler les Français, c'était bien, mais qu'il était assez déconnecté de s'imaginer que ça pouvait se faire indépendamment des partis. Donc on comprend bien que vous croyez en cette union des droites, Maxime Michelet. Bien évidemment, il y a quand même la position des Républicains qui se pose, vous l'avez rapidement abordé. Les Républicains qui semblent toujours en sursis ces dernières années. Un coup, on explique qu'ils sont quasiment morts, puis finalement, ils reviennent. Et en même temps, on les sent très indécis. Est-ce que vous pensez que dans les mois qui viennent, peut-être même les semaines, c'est véritablement la survie de ce parti qui va se jouer en fonction du choix qu'ils feront entre la Macronie et le Bloc national? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ce Bloc national, en tout cas les Français qui vont en faire partie, sont prêts à les accueillir après justement avoir contemplé certains de ses membres, des membres des Républicains, se vautrer dans la Macronie? Alors, sur les Républicains, je pense qu'il faut faire une distinction entre les cadres et les électeurs, les Républicains. D'ailleurs, on le voit dans les intentions de sondage, dans les intentions de vote ou dans les sondages, les militants, les sympathisants sont aujourd'hui favorables en majorité relative, mais favorables en majorité à l'union des droites aujourd'hui. Il faut bien faire ce distinguo pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous me permettez l'expression.
D'un côté, vous avez des cadres qui sont prêts à tout pour survivre, y compris à tous les zigzags, à toutes les compromissions, à toutes les contradictions pour survivre. Et de l'autre côté, vous avez des électeurs, vous avez un peuple de droite qui, lui, est resté fidèle à ses principes, qui a été trahi, n'a cessé d'être trahi, et qui, aujourd'hui, cherche les moyens de participer au redressement de la France. Nous, on parle évidemment à ces électeurs. Éric Ciotti a publié dans le journal du dimanche, dans le JDD, une lettre très importante et très belle à destination de ces électeurs de la droite LR, pour leur dire de revenir, de venir chez nous, à l'UDR, à l'Union des droites pour la République, pour bâtir avec nous cette nouvelle droite nationale, pour constituer aussi cette alliance avec le Rassemblement national qui demain peut nous permettre de gouverner le pays selon ses intérêts. Mais il faut en effet distinguer les cadres qui, eux, sont vraiment prêts à tous les zigzags pour se maintenir. Et moi, je m'amuse un peu, je dois vous l'avouer, de voir aujourd'hui ceux qui... le parti LR a pris une position qui est la non-participation. Et je m'amuse de voir certains LR trahir la ligne du parti, alors qu'il y a un an, lorsqu'Éric Ciotti a eu le courage extraordinaire de faire l'union des droites, ces mêmes personnes n'avaient pas de mots assez durs contre Éric Ciotti. Alors qu'Éric Ciotti, Ouais. lui, a fait un choix courageux pour aller dans une alliance inédite pour redresser le pays. Et eux, ils trahissent le parti, non pas pour redresser le pays, mais ils trahissent le parti pour rejouer une énième fois la béquille du macronisme. Quand je vois notamment Annie Genevard qui reste au gouvernement, alors que c'est elle qui avait mené le putsch, enfin la tentative de putsch 3 fois ratée contre le président Ciotti à la tête de LR, je m'amuse un peu. Quand je vois Vincent Jeanbrun qui monte au gouvernement, alors qu'il y a un an, il avait osé quand même l'indécence de comparer le président Ciotti à Pierre Laval, bon, je m'amuse beaucoup de réentendre maintenant les leçons de morale de ces gens-là il y a un an, alors que maintenant on voit très bien qu'ils sont prêts pour un plat de lentilles à se vendre au macronisme, et en plus au macronisme finissant. Enfin là, ils montent sur le Titanic, mais les lumières sont déjà coupées, l'orchestre a déjà cessé de jouer, le bateau est quasiment déjà cassé en deux, quoi. Mm. Vraiment, ils montent vraiment sur le Titanic dans la dernière minute. On va parler un peu d'éducation, Maxime Michelet, puisque c'est votre sujet. Et on va s'intéresser évidemment au bilan de la Macronie, là encore, puisque nous sommes loin d'être débarrassés d'Emmanuel Macron, malgré ses très faibles scores de popularité dans les sondages. On voit quand même que les Français, dans leur quotidien, tentent d'échapper, quand ils le peuvent, justement, aux effets de la Macronie. Et c'est aussi le cas dans l'éducation. On voit qu'il y a l'essor des écoles hors contrat. À minima, les parents se tournent moins vers les écoles privées. On a vraiment une fuite de ce système de l'éducation publique. Ça dure depuis quelques années. On peut dire que la Macronie s'est inscrite dans le mouvement. Quel est le bilan de tout ça ? Le bilan éducatif de la Macronie, écoutez, ça, c'est une vaste question. Le président de la République a toujours dit que c'était un sujet prioritaire, que c'était quelque chose qu'il voulait intégrer dans son domaine réservé. Le domaine réservé, c'est les affaires étrangères et la défense. Il avait voulu y rajouter l'éducation nationale. Eh bien, conclusion de tout cela, il a, pour le coup, en effet, réservé une place de choix dans le désastre de sa politique à l'éducation nationale. Alors, vous avez parlé de l'enseignement privé. Je profite de votre antenne pour essayer de faire passer un petit message que je suis président du groupe d'études sur l'enseignement privé à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il y a aussi, pour ceux qui, comme moi, sommes des défenseurs de l'enseignement privé, une question aussi de sémantique. Et vous l'avez très justement dit, il y a aujourd'hui l'essor des écoles dites hors contrat dans notre pays. Moi, j'aurais tendance à les appeler les écoles libres, parce que les écoles hors contrat, on a l'impression que c'est hors de toute réglementation, que c'est quelque chose d'un peu sauvage, alors que non, ce sont les écoles les plus contrôlées de notre pays. Et je trouve que la liberté est une plus belle valeur que le hors contrat. Donc plutôt dire école libre pour les écoles hors contrat, école associée pour les écoles sous contrat. Évidemment que les Français se tournent de plus en plus vers ces modes d'éducation. Déjà parce qu'ils ont l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'en choisissant ces écoles, eh bien, ils exercent leur devoir d'éducation vis-à-vis de leurs enfants. Ils n'en sont pas totalement dépossédés. Aujourd'hui, l'école publique a usurpé une grande partie des missions d'éducation des familles. Et donc, pour les familles, c'est une manière eh bien, de continuer à avoir des choix, de ne pas seulement être des clients, de ne pas seulement être des consommateurs de l'éducation, que d'aller vers l'éducation libre et l'éducation
privé. Même si il ne faut pas se voiler la face, l'enseignement public connaît des défis gigantesques, l'enseignement privé n'est pas totalement à l'abri de ces défis, les questions d'insécurité et d'affaissement du niveau sont aussi présents, malheureusement aussi dans l'enseignement privé, ce qui montre bien à quel point, l'état éducatif de notre pays s'est effondré. Alors pourquoi? Eh bien, notamment parce que le les 2 quinquennats Macron, auront représenté pour l'éducation nationale une période de déstabilisation et de désorganisation comme jamais auparavant. Tout a été réformé dans tous les sens, et c'est là où, je vous disais tout à l'heure, dans le gouvernement Lecornu 2, il y a quand même des symboles importants de continuité avec la politique macroniste. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale est monsieur Édouard Geffray, qui exerçait la fonction de directeur général de l'enseignement scolaire de 2019 à 2024, donc ce qu'on appelle, selon les acronymes bien aimés de l'éducation nationale, le DGESCO. Et le DGESCO dans l'éducation nationale, c'est quasiment le vice-ministre. En tout cas, c'est lui qui doit mettre en application, en œuvre, les réformes décidées par le ministre. Et donc, monsieur Geffray, qui est certes un très grand connaisseur, évidemment, en raison de ces postes-là, de l'éducation nationale, est l'homme qui a appliqué les réformes d'Emmanuel Macron à l'éducation nationale, et notamment au premier rang d'entre elles, la réforme désastreuse, mais nous nous en rendons compte chaque jour davantage, la réforme désastreuse du baccalauréat, qui a désorganisé notre lycée, qui a provoqué l'extinction de certaines filières, je pense notamment aux sciences de l'ingénieur ou aux langues classiques par exemple, et qui a amené à un effondrement du niveau, aussi à des phénomènes, des stratégies dans le choix des enseignements de spécialité. Les enfants désormais, dès 15 ans, doivent réfléchir, doivent penser à des billards à 3 bandes, quelle spécialité je prends, laquelle je vais devoir abandonner, laquelle me permettra d'avoir la meilleure note au bac. Tout ça pour à la fin avoir un bac où les mentions, en 20 ans, les mentions très bien ont été multipliées par 9, alors que je ne pense pas que le niveau de notre pays a été multiplié en excellence par 9, où tout le monde a le baccalauréat. Donc en fait, plus personne n'a le niveau baccalauréat vraiment dans ce pays, et où tout s'est complexifié à un point phénoménal, où vraiment désormais, je veux rendre hommage ici aux chefs d'établissement et aux chefs d'établissement adjoints de notre pays, parce que pour avoir moi-même travaillé dans l'éducation nationale, je sais à quel point il est difficile aujourd'hui de faire un emploi du temps. C'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui se passe plutôt dans la coulisse au sein de l'éducation nationale, mais le travail des proviseurs adjoints pour faire les emplois du temps avec cette réforme absolument désastreuse, c'est une gageure absolue, et ça donne à nos enfants des emplois du temps absolument inacceptables où ils travaillent du soir au matin avec en plein milieu de la journée des pauses gigantesques. Bref, toute la politique éducative d'Emmanuel Macron n'a été qu'un long, long chaos. Et vous voyez, ça permet de reboucler avec votre question sur la stabilité. Mmh. Sur l'éducation nationale, la politique menée a été très stable, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Eh bien, c'est une politique de désorganisation, de chaos et d'instabilité. Et en accueillant monsieur Geffray, rue de Grenelle, on rappellera quand même au passage que nous sommes à notre 7e ministre de l'éducation nationale en 3 ans. Oui, effectivement, pour garantir, la sérénité de ces institutions, ça risque d'être, compliqué. On parle de la façon dont Emmanuel Macron justement, a rendu chaotique, notre éducation. Il y a un autre biais évidemment, c'est la façon dont il a tenté de pousser, une idéologie, à l'école. Il y a la façon dont, on a complètement, déconstruit les cours d'histoire, ça ne date pas d'hier, mais récemment, le sujet, qui, a beaucoup fait parler, c'est bien évidemment ce programme, EVARS, et on Bien voit que sûr. là encore, ce sont des dispositifs qu'il a soutenus. Tout à fait. Alors évidemment, ce programme EVARS, donc éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, si je ne me trompe pas Ouais. dans l'acronyme, faut toujours être accroché avec les acronymes de l'éducation nationale. C'est un exemple parfait de ce que je vous évoquais sur l'usurpation de certaines fonctions éducatives qui appartiennent à la famille. Cette éducation-là, c'est c'est un droit évident, c'est un devoir même des familles françaises. On ne peut pas en même temps avoir un discours qui évoque la responsabilité des familles, la responsabilisation des familles, et en même temps demander à l'éducation nationale d'exercer toutes les missions d'éducation sans aucune... voilà, toutes les missions d'éducation, même l'éducation à l'alimentation, même Ouais. aujourd'hui, est au sein des missions éducatives. Quand l'éducation nationale s'occupe de toutes les missions éducatives, eh bien, à la fin, l'éducation nationale
s'éloigne de ses missions essentielles, apprendre à lire, écrire, compter, qu'il ne fait pas correctement. En même temps, conséquence désastreuse, l'éducation nationale déresponsabilise les familles françaises, qui se désengagent aussi de l'éducation de leurs enfants parce qu'elles considèrent que l'éducation nationale, après tout, va faire le travail global à leur place. Vous avez parlé aussi de l'histoire, et en tant qu'historien, c'est une question qui me parle tout particulièrement. Euh, Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que euh, les programmes d'histoire, si on les lit, ne sont pas si mauvais que ça, notamment au lycée. On a retrouvé un peu de chronologie, l'histoire française a retrouvé sa place. On est loin de l'inanité qu'étaient les programmes d'histoire sous François Hollande. Mais le grand problème, il n'y a pas seulement les programmes, il y a aussi les personnes qui les enseignent. Bien sûr. Et aujourd'hui, on sait très bien que le milieu enseignant est largement dominé par la gauche. Chacun a ses opinions. On ne va pas aller faire une chasse aux opinions politiques dans le corps professoral. Ce serait attentatoire à la liberté de nos Il y en a déjà professeurs. un peu une au moment des concours, il y a des oraux et clairement, on entend régulièrement que certains candidats seraient discriminés parce qu'ils apparaissent justement comme issus d'une classe trop privilégiée, trop bourgeoise et donc avec probablement des idées qui ne plairaient pas au corps professoral dans sa globalité. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui un tamis, en effet, qui peut être mis en place Mm. pour sélectionner des professeurs qui correspondent un peu plus à l'idéologie dominante. Mais après, que chacun ait ses opinions, bon, somme toute, tant qu'il ne les met pas dans son enseignement. C'est ça le vrai problème. On peut être un professeur, après tout, de gauche, de droite, de tout ce qu'on veut. On enseigne ensuite, de manière objective, la discipline qu'on doit enseigner. Et moi, j'avais été marqué lorsqu'on avait reçu les syndicats d'enseignants à l'Assemblée nationale. Il y avait un professeur qui représentait un syndicat d'enseignants, qui avait dit, vous savez, c'est difficile aujourd'hui d'enseigner l'enseignement moral et civique quand le président de la République, quand je dois dire à mes élèves que le président de la République n'a pas donné le pouvoir au nouveau Front populaire qui a gagné les élections. Ben non, enfin, alors déjà, réviser un peu les institutions de la Ve République, parce que le nouveau Front populaire n'a pas gagné les élections. Ouais. En siège, peut-être, en voix, certainement pas, et en siège, comme elle veut gouverner avec personne, il n'y a pas de majorité possible. En plus, le socle commun élargi à LR fait plus de sièges. Mais surtout, moi, ce qui m'a terrifié, c'est l'idée qu'il y a des enfants dans ce pays qui, face au désastre et à la débâcle du macronisme, eh bien, sont plein de questions, plein d'interrogations sur le système institutionnel, sur le système politique. Ils se tournent vers leurs professeurs, et certains de ces professeurs-là, parce que ce sont des professeurs de gauche qui ne peuvent pas s'empêcher d'être de gauche du matin au soir, tout le temps, sans cesse, il faut être de gauche, il faut toujours transmettre les opinions de gauche, eh ben, vont faire une réponse de gauche à ces enfants. Et là, de nouveau, l'enseignement politique, c'est aussi une responsabilité de la famille, après tout. Si les familles veulent éduquer leurs enfants dans un certain cadre politique, c'est de la responsabilité des familles. Et ensuite, c'est aussi le destin de tous les enfants et de tous les citoyens libres de ce pays d'avoir été éduqués par des parents de gauche ou de droite, des parents de tous les partis, et puis à l'âge adulte, de devenir des citoyens autonomes et de s'en détacher. Il faut par contre que l'État cesse de s'occuper de ce qui ne le regarde pas, notamment dans le domaine éducatif. On va pouvoir continuer à discuter de tout cela. Maxime Michelet, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député UDR de la 3e circonscription de la Marne, donc dans le groupe d'Éric Ciotti. On retrouve Thierry Mariani pendant 10 minutes pour sa chronique, et puis on terminera cette discussion tous les trois. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous commencez par votre chronique, un petit bilan de ces derniers jours, et donc vous vouliez commencer par le rapport de la Cour des comptes du 9 octobre. Dites-nous tout. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, parce que on en parlera bien sûr en France, on a l'œil sur le remaniement, mais les rapports de la Cour des comptes sont toujours très intéressants à lire, quel que soit qu'ils soient français ou européens, parce que normalement, ça devrait nous inquiéter quand on en lit certains. Et c'est le cas de ce rapport qui est sorti le 6 ou le 9 octobre, je ne me souviens plus exactement, qui dit quoi ? Qui dit qu'en clair, l'Union européenne est en train de s'endetter de manière disproportionnée. Alors, si je vous dis le chiffre, vous allez me dire, c'est pas énorme, 900 milliards. C'est sûr qu'on a un président qui, lui, a réussi à faire
1000 milliards en 7 ans, mais 900 milliards, je vous rappelle quand même que le budget de l'Union européenne, ce n'est que 199 milliards en crédit d'engagement et 155 en crédit de paiement. C'est-à-dire, si on additionne les deux, même si comptablement, ce n'est pas exactement ce qu'on fait, c'est déjà 3 ans de fonctionnement. Et où est-ce qu'on est arrivé là ? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que le fameux plan Covid, qui était le truc extraordinaire, je vous rappelle, ça devait sauver notre croissance et relancer l'économie européenne, eh bien, en réalité, se révèle être un désastre. Alors d'abord, il ne faut plus dire plan Covid, on est dans l'Union européenne, dites plutôt Next Generation EU, puisque tout est rebaptisé, c'est beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, d'abord, on découvre que désormais, ce plan n'a en réalité aucun des financements promis qui est arrivé. Puisque l'Union européenne avait dit au départ « Ah, mais ça ne coûtera rien aux États, puisqu'il faudra commencer à rembourser à partir de 2028, mais d'ici là, on aura créé des ressources propres. » C'est-à-dire des taxes prélevées uniquement par l'Union européenne. Et les idées, bien sûr, c'était sur les taxes à l'exportation, puisqu'on allait peut-être enfin décider de protéger le marché européen. Ben, je vous rassure, on n'a pas protégé le marché européen vraiment. Quand vous voyez même d'ailleurs la capitulation devant les États-Unis et finalement une capitulation, pas une capitulation, mais pas de politique énergique face à la Chine, le résultat, c'est que ces ressources propres n'existent pas et qu'à cette heure-ci, eh bien, ce sont les États, quelle surprise, qui vont devoir rembourser. Vous savez, quand par exemple le Rassemblement national demande de la diminution de la contribution de la France à l'Union européenne, ben c'est mal parti. Plutôt, c'est mal parti, pas de la faute du Rassemblement national, mais c'est mal parti parce que cette contribution risque d'exploser. 2 derniers chiffres pour cette question. Ce fameux plan devait coûter à peu près 20 millions d'intérêts. Finalement, de 2021 à 2027, ce sera 30 millions. Et de 2028 à 2034, ce sera 74 milliards. Pardon, je ne parle pas en millions, malheureusement, mais en milliards. Je clôt le dossier. Je vous rappelle une fois de plus que finalement, Mme van der Leyen a une gestion catastrophique de l'Union européenne. Et j'ai bien peur que dans la novlangue européenne, Emmanuel Macron, ça se dise van der Leyen, parce qu'elle est en train, en proportion, de ruiner l'Union européenne de manière phénoménale. Je rappelle que cette semaine, Jordan Bardella a défendu une motion de censure très bien argumentée autour du Mercosur, autour des traités de libre-échange et autour surtout de la situation de l'Europe. La seule chose qu'a su répondre Mme van der Leyen, c'est il faut se préparer, on a un ennemi à nos frontières. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus une fois de plus, mais par moment, les ennemis de l'extérieur, c'est bien pratique pour faire oublier ces échecs de l'intérieur. Effectivement. Alors, juste une question avant de passer à la suite. Thierry Mariani, puisqu'on va aussi parler avec vous de ce remaniement. Quand même, on voit que le bilan est assez sombre. On imagine que politiquement, vous avez quand même des idées pour arranger les choses. Nous sommes lundi matin. Expliquez à nos auditeurs que, s'il vous plaît, tout n'est pas perdu. Non, mais vous connaissez cette blague russe que je cite souvent, enfin soviétique, pardon. Vous savez, vous connaissez la différence entre un optimiste et un pessimiste ? La pessimiste, c'est vous. C'est vous dites, ça ne peut pas aller plus mal. Franchement, ça ne peut pas aller plus mal. Et l'optimiste, c'est moi. Je vous réponds, mais si, parce que en réalité, chaque semaine, c'est de pire en pire. Alors en réalité, le chiffre du matin, ou plutôt de la semaine, c'est 25. Si 25 députés socialistes ou républicains décide finalement de voter la censure, eh bien le gouvernement tombe. 264, c'est le chiffre des députés qui se sont engagés déjà par avance du fait de leur formation politique, dont bien sûr le Rassemblement national et dont les amis d'Éric Ciotti, à voter la censure. 289, c'est ce qui manque. Et en réalité, donc 289, c'est le chiffre de députés pour voter la censure. Donc ce qui manque, c'est 25 députés. Or, tout le monde va regarder les 69 socialistes, les 50 LR, c'est-à-dire que si un député sur les 5 un député sur 5 dans les 2 groupes que je viens de nommer vote la censure, le gouvernement tombe. Moi, je pense que c'est possible parce que il y a encore des gens qui, par moment, ont un peu de conviction. Je rappelle quand même qu'il y avait 15 députés la dernière fois au niveau des LR qui avaient refusé de voter sur la question des retraites. Et puis, j'attends de voir ce qui va se passer parce qu'on ne peut pas à la fois plaire aux socialistes qui demandent la suspension immédiate ou l'abandon même de la réforme des retraites et aux LR qui demandent absolument son maintien. Donc, je pense que ce gouvernement
ne durera pas trop longtemps. Et puis, à mon avis, cet épisode marque quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il y a 2 ou 3 semaines, ça semble l'éternité, 2 ou 3 semaines en arrière, on avait un candidat logique pour les Républicains qui était M. Bruno Retailleau. Je crois que ces 15 jours ont marqué, si vous me permettez, sa bérésina, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que tout ça est parti d'un tweet concernant Bruno Le Maire, qui, à mon avis, alors je n'ai aucune sympathie ni pour le bilan ni pour le personnage, mais en faire l'alpha et l'oméga de la politique française, c'est quand même un peu trop. Or, Monsieur Retailleau, qui visiblement n'avait pas anticipé la réaction des militants des Républicains, qui eux ont par moments plus de conviction que les élus, a dû chercher un motif finalement pour essayer de changer sa position. Ce fut Bruno Le Maire. Et finalement, tout ça finit, à mon avis, très mal pour lui. L'enseignement de tout ça, je ne sais pas combien il me reste de temps, mais l'enseignement... Il vous reste 4 minutes. Oh, vous êtes généreuse, c'est extraordinaire. Le lundi matin, voilà. Oui. Non, l'enseignement de tout ça, comment on est arrivé là ? J'ai passé, je le répète, 42 ans dans cette formation politique. Et j'ai siégé pendant plus de la moitié dans les instances, y compris le bureau politique. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la force dominante chez les LR, ce sont les sénateurs. J'ai regardé la composition du bureau politique. Vous n'avez plus que 20 députés sur 80. Et aujourd'hui, vous avez un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui est de 50 députés et un groupe au Sénat qui est de 123, si ma mémoire est bonne, ou 129. Bref, qui est 2 fois et demi plus important que les députés. Et vous avez en plus un président qui vient du Sénat, un personnage qui est le président du Sénat qui pèse beaucoup parce que à chaque fois dans ce parti on dit mais attention, nous avons le 2e personnage le plus important de l'État, le président du Sénat. Et en réalité, tout ça explique le revirement assez hallucinant qu'on a eu ces 2 dernières semaines. Je vous rappelle, lundi dernier, c'était nous rentrerons au gouvernement et M. Retailleau rentrait au gouvernement et nous le soutiendrons. Et cette semaine, c'est comme M. Retailleau ne rentre plus au gouvernement, eh bien tout le monde doit être en dehors de ce gouvernement. Ça donne quand même l'impression aux députés, j'en ai discuté avec 2 anciens collègues, qu'à l'heure actuelle, ils sont menés non pas par le bout du nez, mais par le groupe sénatorial, et ça met une certaine amertume chez beaucoup d'entre eux. Voilà, et puis le gouvernement tel qu'il est nommé, alors à chaque fois on nous dit Laurent Dunez, grand professionnel, c'est vrai, mais je pose la question, un grand professionnel, c'est là pour exécuter. Par moment, un ministre, c'est là pour donner des impulsions. Est-ce qu'il sera capable de donner des impulsions ? J'en sais rien, je l'espère, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre encore 1 an et demi en matière de sécurité ou d'immigration, mais ce n'est pas suffisant d'être un grand professionnel. Une aberration dans le gouvernement, Madame Monique Barbu, ancienne présidente du WWF, c'est-à-dire le Fonds mondial pour la nature. Je vous rappelle que c'est une combattante acharnée du nucléaire. Donc nommer quelqu'un à la transition écologique et dans le même temps qui est totalement opposé au nucléaire, c'est contraire à tout ce qu'elle nous a expliqué Macron ces dernières années, où il avait décidé de relancer le nucléaire. Voilà, donc cette discussion budgétaire va être, je pense, très intéressante si elle peut avoir lieu, parce que c'est loin d'être évident si la motion de censure est votée. Mais je rappelle pour finir quand même que le budget qui va être décidé, discuté, c'est le budget de M. Bayrou. Puisque le Conseil d'État s'est prononcé sur ce budget, qu'en réalité, on a simplement supprimé les 2 jours fériés qui étaient supprimés, si je puis dire, qu'on a remis. Mais en réalité, M. Lecornu présente le budget préparé par M. Bayrou. Comment tout ça peut-il tenir ? J'en sais rien, mais en conclusion, la vie est belle. Et vous avez raison vous avez tort d'être pessimiste. Regardez, c'est tellement simple et tellement agréable la situation de la France qu'on a un président de la République qui devrait là ce matin être inquiet. Est-ce que la motion de censure ? Eh ben non, il prend l'avion pour aller voir les pharaons et aller en Égypte. Alors, il va nous expliquer en revenant que s'il y a la paix entre
Israël et le Hamas, c'est qu'en grande partie, il y a contribué. Vous savez, ça me rappelle les passants qui, derrière, quand il y a une journaliste qui fait l'interview, font le zouave pour apparaître à l'écran. Ben, je pense que M. Macron, malheureusement, en est réduit à ça. Il n'a plus aucun crédit aujourd'hui dans ce pays et il en est réduit à faire l'incruste sur les conférences internationales où il n'a en réalité eu aucun rôle dans cet accord. C'est triste pour notre pays, que ce soit triste pour Macron, c'est pas trop grave, mais en général, pourquoi est-on tombé si bas ? Merci Thierry Mariani pour cette analyse. On poursuit la discussion que nous avions entamée avec Maxime Michelet. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Peut-être d'abord rapidement quelques mots sur Laurent Nunez dont vous avez parlé, Thierry Mariani, qui est désormais ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser les auditeurs qui nous écoutent, puisque une partie d'entre eux ont des connaissances, sont eux-mêmes rattachés à des groupes patriotes, plus ou moins militants, ou juste de simples associations. On voit que Laurent Nunez, c'est aussi quelqu'un de très dur, justement, vis-à-vis des mouvances patriotes et identitaires. Est-ce qu'on aurait du souci à se faire à ce niveau-là ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une répression particulière ? Il faudra être attentif au sujet, parce qu'on voit très bien que l'approche des présidentielles, on essaye de diaboliser tous les mouvements patriotes, et le simple fait de manifester avec un drapeau français dans la rue, ça devient bientôt quelque chose de séditieux. C'est un technicien, mais c'est aussi quelqu'un qui a des idées politiques. Voilà. Je le répète, il a réussi, bravo, avec les services de police et des gendarmeries réunis, les Jeux Olympiques. C'était un défi en matière de sécurité, notamment la cérémonie d'ouverture. Je dis bravo, mais après, j'oublie pas qu'il a été l'adjoint de M. Castaner. Voilà. Alors certains qui se souviennent des capacités de travail de M. Castaner disent que c'était plutôt l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. Et en réalité, aujourd'hui, il est évident que les élections approchant, on va avoir les mêmes recettes, mêmes vieilles recettes qui vont sortir, c'est-à-dire diaboliser tous les mouvements patriotes. On va nous chercher quelqu'un qui, il y a 25 ans, a fait un tweet avec une virgule de trop. Et Monsieur Nunez, j'espère, ne tombera pas dans ce travers. Les vrais dangers de la France, ils sont à chercher du côté des délinquants ou du côté des immigrés qui ne respectent pas nos lois. Maxime Michelet, je vous entendais approuver ce que répondait Thierry Mariani sur cette question de la répression patriote qu'on risque de voir à nouveau démultipliée dans ces moments assez troubles pour la démocratie, donc notamment en cas de nouvelles élections par exemple. Mais non seulement il y a la question de la répression, mais aussi la question de la menace de l'extrême gauche qui pèse sur les groupes patriotes, parce que faut pas oublier quand même que l'actualité va tellement vite que les sujets s'enchaînent les uns les autres et on oublie précédent, mais n'oublions pas qu'il y a quelques semaines maintenant, Charlie Kirk a été assassiné aux États-Unis et que la violence d'extrême gauche frappe les patriotes qui ne font jamais souvent que débattre, défendre leurs idées pacifiquement et sont menacés par l'extrême gauche. Sur Laurent Nunez, en effet, il a bien réussi la sécurisation des Jeux Olympiques en appliquant ce que le Bloc national demande depuis toujours, c'est-à-dire des moyens. Là, c'est sûr que quand on met des quantités et des quantités de policiers, de militaires et de gendarmes dans la capitale, tout de suite la capitale est mieux tenue, c'est certain. Et je voudrais, si vous me permettez, réagir sur ce que disait Thierry Mariani juste avant 8h sur les LR, que j'ai trouvé très intéressant sur le poids des sénateurs. C'est vrai que les sénateurs sont aujourd'hui la principale force au sein des Républicains, et je trouve ça, d'un point de vue historique, quand même très étonnant que le parti gaulliste soit aujourd'hui dirigé par des sénateurs, alors que le général de Gaulle a passé 10 ans à lutter contre les sénateurs, et que c'est même le Sénat qui a fait tomber le général de Gaulle à la fin de tout ça. Donc évidemment que les sénateurs, de par leur mode d'élection, élection indirecte par les élus locaux, sont beaucoup plus éloignés du bouillonnement politique de la nation, et surtout éloignés du fait que demain ils ne peuvent pas être dissous, donc demain ils ne vont pas être envoyés devant leurs électeurs. Et donc je pense que ça c'est vraiment un élément structurant de la crise que vit LR, et ce n'est pas sans celle historique que de voir que peut-être que, de nouveau, le Sénat va avoir la peau des gaullistes. Vous parlez du général de Gaulle, c'est un nom qu'on entend énormément en ce moment. Alors de toute façon, généralement en politique, dès qu'il faut se donner bonne conscience, on invoque le général de Gaulle et on explique en quoi on s'inscrit dans sa lignée, ça c'est classique. Mais récemment, c'est vraiment une comparaison qui est quasi systématique. C'est Emmanuel Macron aurait dû penser au général de Gaulle,
comme le général de Gaulle en son temps, voilà comment nous, on choisit de se positionner. Qu'est-ce que vous pensez de ces références permanentes au général de Gaulle, Thierry Mariani? Est-ce que c'est à propos? Et puis, si vraiment donc, on s'amusait dans ce jeu de comparaison, quelles conclusions est-ce qu'il faudrait en tirer, notamment sur le rôle d'Emmanuel Macron? Je crois que c'est sur le monument à la Croix de Lorraine, à Colombey-les-Deux-Églises, qu'il y a cette phrase « Tout le monde a été ou sera un jour inspiré ou sera gaulliste ». Tout le monde aujourd'hui se réclame du gaullisme, qu'on soit de la droite, de la gauche, etc. Mais moi, s'il y a une seule chose que je retiens aujourd'hui dans cette circonstance, c'est l'attitude du général de Gaulle en avril 69. En avril 69, il fait un référendum sur une question que je ne qualifierais pas de secondaire, mais c'était la réforme des institutions avec une fusion du Sénat et du Conseil économique et social et au niveau une organisation des régions. Donc c'était vraiment, c'est pas l'alpha et l'oméga quand même de la France. Il a été désavoué, il est parti tout de suite. Le soir même, si ma mémoire est bonne, le soir même. Voilà. Et donc, on peut comparer Macron à qui vous voulez, mais certainement pas à De Gaulle. Voilà. Donc ça reste quand même une référence, parce que c'est aussi l'époque, je pense, avec une certaine nostalgie, où la France existait par moments, même contre l'Europe. Je rappellerai ce qu'on a appelé le compromis du Luxembourg, la politique de la chaise vide, où en 65, si ma mémoire est bonne, ou 63, je ne sais plus, le général de Gaulle décide de bloquer les institutions européennes parce que tout simplement, déjà, la Commission européenne essayait de prendre de plus en plus de pouvoir. Et puis, si aujourd'hui la France a encore une importance, j'allais dire, supérieure à son poids économique sur la scène internationale, c'est pour deux choses. D'abord, parce qu'on a un siège permanent au Conseil de sécurité, et deuxièmement, parce qu'on est les seuls à avoir, dans l'Europe géographique, une force nucléaire indépendante. N'oublions pas que la Grande-Bretagne a une force nucléaire où en réalité elle est complètement liée aux États-Unis. Et par exemple, M. Lescure, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, est le ministre de l'économie, s'est illustré en disant à plusieurs reprises qu'il fallait laisser notre siège au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Voilà, moi je crois que ces 2 années qui restent, presque ces 2 années qui restent à Macron peuvent être extrêmement dangereuses. Parce qu'à la fin, surtout quand on a un bilan catastrophique, on dit oui, mais j'ai un bilan catastrophique, mais je m'inscris dans l'histoire. Et pour s'inscrire dans l'histoire, il y a 2 choses, à mon avis, qui m'inquiètent. C'est le transfert du siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne. C'est une demande des Allemands. Et puis ce serait tellement beau de sacrifier la France, surtout quand on l'a déjà mis en l'air, pour faire un cadeau à l'Union européenne. Et deuxièmement, la défense nucléaire mutualisée, si je puis dire, avec un certain nombre de pays européens, c'est totalement inconcevable à mon avis. Voilà les 2 domaines où Macron peut faire encore pire, je pense, que ce qu'il a fait. Et surtout, attention, ces 2 domaines où il n'y a même pas de vote, je me tourne vers un député, je crois qu'il n'y a même pas de vote à l'Assemblée nationale. À la limite, sur la force nucléaire, il peut y avoir un débat, c'est obligatoire, mais transférer le poste au permanent au Conseil de sécurité, je crois que ça peut être fait par une simple décision. Donc, comme à mon avis, Macron est en train complètement de perdre tout contrôle de la situation, je pense qu'il peut, je le répète, avoir une décision irréversible qui, là, dès cette fois, rabaisserait la France à une nation moyenne, comme beaucoup d'autres. Oui, et on le sait d'ailleurs, non seulement il a perdu le contrôle de la situation, mais par ailleurs, Emmanuel Macron a toujours eu tendance à se tourner plus vers l'Union européenne que vers les intérêts de la France. Quand Thierry Mariani dit que justement donc, le général de Gaulle avait compris qu'il fallait donc au moins exister contre l'Europe, est-ce que vous pensez que c'est encore possible, Maxime Michelet? On a compris que ça ne viendrait pas d'Emmanuel Macron, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut remettre en place après tout ce qu'il a pu détruire à ce niveau-là? Oui, c'est toujours possible. Alors moi, je suis aussi un optimiste. Je suis optimiste notamment quand je regarde l'histoire de mon pays. Vraiment, l'histoire de France, c'est les montagnes russes. On descend toujours très bas, puis on remonte très haut. Enfin, la guerre de 100 ans, honnêtement, on n'était pas en pleine forme, mais on s'en est sorti. Les guerres dans les Légions non plus, mais on s'en est sorti. La Révolution, c'était pas facile, on s'en est sorti. La défaite dans la Seconde Guerre mondiale, heureusement qu'il y a le général de Gaulle. Il y avait toujours des gens qui émergeaient avec la conscience de ce qu'est la France et de ce qu'elle doit demeurer. Donc, je reste optimiste sur la possibilité que des forces politiques conscientes de cela prennent le pouvoir en France. Et en effet, Thierry Mariani rappelait la politique de la chaise vide qui avait mené au compromis de Luxembourg, qui avait sauvé quand même, dès les années 60, l'unanimité.
le critère d'unanimité en Europe. Sinon, sans le général de Gaulle, on serait déjà passé à la majorité relative depuis belle lurette. Aujourd'hui, la politique de la chaise vide, c'est plus difficile à faire. Par contre, on peut simplement arrêter de payer notre propre déclin et arrêter de chaque année à l'Assemblée nationale de voter une contribution, comme vous le disiez, de plus en plus gigantesque pour financer des politiques qui déconstruisent notre pays. On reste quand même la France, on reste quand même l'un des plus grands pays, malheureusement plus le plus grand pays aujourd'hui en Europe, mais on reste l'un des plus grands pays aujourd'hui en Europe. Donc on peut jouer un rôle évidemment. On l'a laissé s'échapper, on l'a laissé fuir de nos mains à cause d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui prend en fait notre place dans le concert européen, qui commence à remplacer notre influence sur le continent européen. Mais on peut arrêter d'être des bénis oui-oui qui sur la contribution européenne, nous sommes les seuls à ne pas négocier de rabais. Enfin, voilà, nous sommes vraiment inutilement les bons élèves d'une Europe qui nous mène au déclin. Et sur le général de Gaulle, vous évoquiez les leçons qu'on peut tirer de son mandat. Je pense qu'on doit surtout en tirer des leçons institutionnelles sur l'esprit de nos institutions. Et puis, regarder l'histoire, c'est toujours une manière aussi de se rassurer sur les périodes qu'on vit. Là, par exemple, on va entendre beaucoup « Ah oui, mais s'il y a une dissolution, on n'aura pas de budget ». Eh bien, s'ils connaissaient un peu mieux l'histoire de la Ve République, en 1962, l'Assemblée nationale a été dissoute en octobre. Les élections ont eu lieu en novembre. Eh bien, il y a eu une loi spéciale et il y a eu un budget. Et à ce que je sache, l'année 1963 n'a pas été une année d'effondrement pour le pays. Au contraire, la France s'en est bien mieux sortie avec une vraie majorité gaulliste. Pareillement, en 1967, une élection législative. Un an après, il y a mai 68, une crise gigantesque. L'Assemblée n'avait qu'un an. Le général de Gaulle a dissous l'Assemblée, tout simplement. Et un an ensuite, il a fait un référendum, il a démissionné. Quand on regarde la présidence du général de Gaulle, les Français sont conviés aux urnes quasiment tous les 2 ans. Oui, quasiment tous les 2 ans, par référendum présidentiel ou législatif, les Français sont amenés à s'exprimer sur la politique nationale. Et c'est ça, l'esprit de la Ve République. C'est le peuple est souverain, le peuple est l'arbitre. Ce n'est jamais une erreur de revenir au peuple. C'est lui l'arbitre souverain de nos institutions. Et donc, il faut retourner aux urnes. Mais après, j'avoue que je comprends pourquoi nos adversaires ne veulent pas retourner aux urnes, parce qu'ils savent très bien que c'est nous qui risquons de gagner cette fois-ci les élections. Et je profite d'ailleurs de votre antenne pour saluer la victoire hier dans le Tarn-et-Garonne, dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne, du candidat UDR soutenu par le RN, Pierre-Henri Carbonel, qui succède à notre amie Brigitte Barège, qui a été si injustement déchue de son mandat en juillet dernier. Alors justement, sur ces élections, il y a aussi beaucoup de Français qui sont un peu désabusés et qui, notamment après les dernières législatives, où ils ont eu la sensation de se faire voler ces résultats par un nouveau Front populaire qui n'avait rien de cohérent, se disent bon bah voter oui, mais à quoi bon? Parce que de toute façon, il y aura toujours des magouilles pour venir saper les résultats qui normalement devraient être exprimés. À quoi bon la France? Il faut pas désespérer. Si le camp patriote, si le bloc national se met à désespérer, c'est foutu. C'est aussi simple que ça. Si nous ne croyons plus dans notre pays, si nous cessons de mener le combat pour ce pays, c'est terminé. Nous avons je comprends la désespérance. Moi, sur les marchés, je peux vous dire que les Français, ils ont leur claque de la politique. Ils sont excédés, ils sont exaspérés. Mais le message que je leur fais passer, c'est vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de désespérer. Vous avez le devoir de vous battre pour le pays. Et de nouveau, quand on regarde notre histoire, dans des temps très sombres, il y a des Français qui ont été l'honneur de ce pays, des Français patriotes, qui ont été l'honneur de ce pays, qui ont incarné la dignité, l'identité de notre pays, qui se sont battus pour notre pays, qui n'ont jamais lâché le combat. Et aujourd'hui, les patriotes, c'est nous. Et je peux vous dire que demain, quand nous sortirons enfin la France de cette passe si sombre de déclin, nous serons fiers de pouvoir dire un peu comme à Austerlitz, comme le disait l'empereur à ses braves d'Austerlitz, j'en ai été. Merci Maxime Michelet, on va finir sur ces mots. Thierry Mariani, merci d'avoir été avec nous un lundi de plus. On vous retrouve la semaine prochaine. Maxime Michelet, à très bientôt. Et puis peut-être d'ici quelques jours que vous vous retrouverez en campagne. Donc on attend de voir ça. Merci et belle semaine.